La proposition de loi sur la prostitution vidée de sa substance par le Sénat. Le texte rédigé par la députée PS Maud Olivier entendait initialement abroger le délit de racolage pour les prostituées et instaurer une pénalisation des clients à hauteur d'une amende de 1 500 €. Et c'est exactement l'inverse qui s'est produit au Sénat. Le délit de racolage est rétabli, la pénalisation des clients supprimée. Alors pour en parler avec nous, Grégoire Théry et Françoise Gilles, bonjour. Bonjour. Grégoire Théry, vous êtes secrétaire général du mouvement d'UNI qui vient en aide aux prostituées et milite pour l'abolition de la prostitution. Quant à vous, Françoise Gilles, vous êtes sociologue et auteur de Prostitution, fantasmes et réalité. Vous souhaitez plutôt réglementer cette activité. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par ce qui vous met d'accord, à savoir le rétablissement du délit de racolage. La réponse des associations est unanime, ce n'est pas une bonne réponse. Pourquoi, Grégoire Théry ? Tout d'abord, les effets du délit de racolage, on les connaît, puisqu'ils existent depuis 12 ans. Ça accroît l'insécurité juridique et physique des personnes prostituées. Ça casse tout lien de confiance potentiel avec la police. Et puis, on parle souvent des effets qui sont néfastes, ils ont été beaucoup commentés. Il faut parler aussi des principes. Quel fondement, qu'est-ce qui justifie finalement de s'attaquer aux personnes prostituées? Aujourd'hui, tout le monde nous dit, globalement, ce sont des victimes d'un système d'exploitation des femmes étrangères. Et la loi, au lieu de les protéger, va les attaquer. Donc, pour moi, il n'y a pas de fondement à s'attaquer aux personnes prostituées plutôt qu'à les protéger. Mais alors, qu'est-ce que vous répondez quand on dit que, par exemple, les forces de l'ordre disent, grâce à ce délit de racolage, on peut interpeller des prostituées, remonter les réseaux? C'est pas contre elles-mêmes, mais ça nous permet de travailler. Mais depuis 2003, si ça avait eu un tel effet, on le saurait. Hein. Moi, je voudrais ajouter que, évidemment, on n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'on est réunis tous les deux. La prostitution n'est pas une violence en soi, c'est absolument pas vrai. Et je conteste formellement les chiffres de 90% de femmes de réseau, c'est faux. L'ONU-SIDA, l'ONU-CD, etc. Et d'autres instances internationales parlent d'une moyenne de 27% de femmes qui sont dans des réseaux en Europe. Les réseaux, c'est la seule chose à combattre dans la prostitution. Il faut vraiment armer beaucoup plus l'OCRED de policiers en moyens humains, etc. Il faut mettre le paquet, si on peut dire, sur la lutte contre les réseaux. Et d'ailleurs, Robert Badinter travaille à la constitution d'un parquet européen, puisque c'est des réseaux transnationaux. Mais selon vous, c'est une part beaucoup plus minime que l'ensemble des prostituées? Voilà, c'est pas 90% des personnes. Délit de racolage qu'on va... Et voilà, alors les gens qui sont tout à fait libres ne comprennent pas pourquoi on les empêche d'exercer leur métier. Alors, pour répondre à votre question, à quoi sert le délit de racolage pour la police? Ça ne sert pas à démanteler les réseaux. Les réseaux, ils sont démantelés avec les écoutes et avec la surveillance policière sur le terrain. Depuis 2003, le délit de racolage, il a servi à deux choses. Il a servi à faire le ménage dans certaines villes, en fonction de la pression des riverains. Et il a servi aussi, on ne le dit pas assez, à expulser les personnes prostituées étrangères. Parce que nous accompagnons des personnes prostituées qui sont interpellées pour délit de racolage, mais ensuite placées en centre de rétention avant d'être expulsés. Donc si les policiers tiennent au délit de racolage, c'est pas pour démanteler les réseaux, c'est pour garder un contrôle sur la population prostitutionnelle. Alors sur le délit de racolage, donc vous êtes plutôt d'accord sur le fait que c'est une mauvaise solution. On va venir à la pénalisation des clients. Et pour vous, François Gilles, c'est une mauvaise solution dans la mesure où ça pousse la prostitution à sortir de la rue et donc que ça alimente les réseaux. Absolument. Les femmes traditionnelles nous le disent aujourd'hui. Elles sont déjà plus ou moins démarchées, si on peut dire, par des hommes de réseau qui se disent que ça sera tout bon pour eux. Ils pourront leur proposer de les faire travailler en appartement, ou enfin ils pourront les mettre à leur merci. Donc c'est très très dangereux. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Grégoire Théry, que ça précarise les prostituées? Mais écoutez, il y a deux pays qui ont fait cette expérience législative, c'est-à-dire on pénalise les clients et on dépénalise les personnes prostituées. Ces deux pays ont fait un bilan, c'est la Suède et la Norvège, en juillet 2010 pour la Suède, en août 2014 pour la Norvège. Et chose intéressante, les deux bilans ont été faits par des gouvernements qui avaient voté contre la loi quand elle était passée. Donc c'était des gouvernements d'opposition. Et les deux ont dit on maintient la loi. Pourquoi? Parce que justement, il a été prouvé par écoute policière que les réseaux sont là pour faire de l'argent. Donc ils font des calculs de rentabilité, ils investissent là où le marché est profitable. Ils considèrent que la Suède et la Norvège sont des dead markets, des marchés morts, parce que les personnes prostituées n'y sont plus pénalisées, mais les clients le sont. Donc au contraire, moi je pense que quand on s'attaque à l'argent des proxénètes, c'est ça la demande, c'est l'argent des proxénètes. Est-ce que ce faisant, vous ne vous attaquez pas aussi à l'argent des prostituées qui sont déjà très précaires? Bien sûr. Alors, vous savez, les personnes prostituées qu'on rencontre, elles nous disent, par rapport à la précarité, elles nous disent, le problème c'est que des clients tentent de nous imposer un acte sexuel sans préservatif, ou tentent de nous imposer un acte sexuel qu'on refuse. Mais ce qu'elles disent aussi, c'est que si un jour ce ne sont plus elles qui sont pénalisées, mais les clients qui sont pénalisés, alors elles fixeront leurs conditions. La prostitution, elle existera toujours, elle ne disparaîtra pas demain. Elles fixeront leurs conditions et soit les clients accepteront leurs conditions
ils auront l'accès sexuel et elles auront l'argent, soit le client refusera leurs conditions et là elles auront un pouvoir plus fort de renoncer, de refuser l'acte parce que les clients sont déjà sous la pression pénale. Sur cet argument, Françoise Gilles, de ce moyen de pression légale pour les prostituées d'imposer leurs conditions à leurs clients, vous répondez quoi? Non, déjà, pour imposer les conditions, leurs conditions aux clients, il faut qu'elles aient de bonnes conditions, qu'elles puissent travailler dans la protection, justement, avec la protection des pouvoirs publics. Alors sur la Suède, Norvège et compagnie, j'ai d'autres arguments, j'ai d'autres études, notamment Petra Östergren, qui ont montré que en fait, c'est catastrophique. Et on est en liaison avec Rosalliance, une association suédoise de travailleuses du sexe. Ça n'importe laquelle. Ben oui, et qui nous dit... C'est une association qui a un parti pris, comme son nom l'indique, pour le travail sexuel et pour l'industrie du sexe. C'est pas un parti pris, c'est une défense d'un travail, d'un métier. Voilà, exactement. Mais c'est pas un parti pris. C'est pas une défense peut le faire en France. Exactement. Oui, c'est une défense corporatiste. Les journalistes aussi, ou les sociologues. Bon. Cette association dit que c'est catastrophique pour les prostituées, puisque le temps de négociation avant la passe est très important. Il faut négocier les tarifs, les pratiques et le port du préservatif. Et ça, le port du préservatif, on est bien d'accord, un client sur deux demande des rapports non protégés. Donc il faut une longue négociation pour l'imposer au client. Donc ça va. Alors elles travaillent donc dans des conditions très difficiles, furtivement, et elles n'ont pas le temps de mener à bien cette négociation. Alors, quelle autre on nous dit deux choses en France sur le modèle suédois. On nous dit ça augmente les risques de transmission du VIH. Et nous pensons l'inverse, parce qu'au contraire, ça accroît le pouvoir de négociation et ça accroît les violences. Mais malheureusement, les faits sont têtus. En Suède, entre 1999 et 2014, il n'y a eu aucune personne prostituée assassinée. En France, il y en a 3 par an, rien que dans ce que mon association comptabilise. Donc les violences, elles sont bien plus fortes dans un système qui pénalise les personnes et pas les clients. Quant au VIH, là aussi, je pense... Pas forcément lié. Il peut y avoir des cas de violence ne sont pas forcément liés au cadre légal qui existe par ailleurs. Non, et puis alors il y a... En tout cas, ce qu'on constate, c'est que 3 personnes assassinées par an, ça fait à peu près 45 sur 15 ans, là où il y en a eu 0 en Suède. Donc en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup plus de violence. Et sur le VIH, on peut comparer avec la Suède, mais malheureusement, la Suède a un taux de prévalence du VIH qui est 4 fois inférieur à celui de la France. Donc je ne pense pas que la Suède soit un pays qui prenne 0,4 pour la France, taux de prévalence du sida en France, 0,1 pour la Suède. Donc je ne pense pas que la Suède prenne la lutte contre le sida et contre le port du préservatif à la légère. Alors on ne va pas vous mettre d'accord sur la pénalisation des clients. Moi j'aimerais juste peut-être qu'on parle sur on finit sur les points d'accord, à savoir toutes les autres mesures proposées dans cette loi, les mesures d'accompagnement vis-à-vis des prostituées, la possibilité de leur accorder un titre de séjour, une allocation, ça pour le coup crée l'unanimité parmi les associations. Oui, le plus important, vous l'avez mentionné, c'est l'accès au titre de séjour. Jusqu'aujourd'hui, il était conditionné à l'obligation de dénoncer son réseau. Et là, maintenant, on dit toute personne étrangère victime de proxénétisme a le droit à une protection. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, il y a l'indemnisation qui est permise pour les victimes de proxénétisme devant les tribunaux. Et enfin, les commissions départementales pour accompagner les parcours de sortie. Alors moi je suis très sceptique sur le parcours de sortie. Est-ce que c'est vraiment très étudié, très élaboré? Est-ce qu'il ne faudrait pas demander quand même l'avis des prostituées? C'est prévu. Si elles veulent vraiment en sortir. C'est prévu. Et puis j'insiste sur l'amalgame désastreux qui est fait en permanence et que vous entretenez hélas. Toutes ne sont pas victimes, c'est faux, la prostitution n'est pas une violence en soi. J'insiste sur le fait que les conditions dans lesquelles on les expose créent de la violence. Et sur les assassinats dont vous parlez, il faut dire que la police ici ne les protège pas. Quand elles sont violées, parce que ça arrive qu'une prostituée soit violée, on lui dit en général, si elle porte plainte, on lui dit écoute, t'avais qu'à pas être là, c'est interdit, ou c'est une passe de plus gratuite. Bon, alors qu'en Suède, les policiers sont obligés d'intervenir sur les lieux de prostitution avec un travailleur social. Voilà, et donc ça prouve bien qu'il y a tout un changement de dynamique. Les personnes sont considérées comme des victimes et ça les protège. Alors moi, je n'ai pas besoin de les considérer comme des victimes pour estimer qu'elles doivent être protégées, qu'elles soient victimes ou pas victimes, protégées parce qu'elles sont dans l'espace public. On va rester sur ce point d'accord sur le travail social qui est nécessaire. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez cliquer sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.